Nous sommes le 19 août 2020. L'épidémie de Covid a démarré il y a 8 mois à peu près dans notre pays et a tué près de 30 400 de nos concitoyens. Vous êtes un chercheur, un microbiologiste. On va prendre le temps de chercher des explications parce que je crois que vous voulez dédramatiser la situation. Plus vous testez, plus vous trouvez de cas, mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. Là, je viens de discuter avec une de nos collaboratrices qui travaille sur les données de coagulation, qui trouve qu'il n'y a plus du tout de troubles de coagulation chez les gens qui rentrent maintenant. La proportion des gens qui est hospitalisée est beaucoup plus faible. On n'a eu aucun mort sur 1000 personnes. Il y a eu un mort, mais qui est vraiment... Enfin, le Covid a joué un rôle extrêmement mineur dans sa fin de vie. Et est-ce que c'est parce que le profil de ces personnes, de ces malades, a changé? Est-ce qu'ils sont plus jeunes aujourd'hui? Parce que c'est un peu la réalité. C'est ce qu'on pensait, mais c'est ce que j'ai montré hier sur ma vidéo. En réalité, c'est un peu ça. Il y a un peu plus de jeunes, si vous voulez, mais c'est pas spectaculaire. C'est pas tant que ça. La maladie a changé, mais là aussi, c'est un très grand mystère des épidémies et des maladies infectieuses, si vous voulez, c'est que les maladies infectieuses, les épidémies, quand elles commencent, elles ont un rythme de transmission qui s'accélère, il y a de plus en plus de transmissibilité, elles deviennent de plus en plus graves, et puis ceci diminue sans qu'on ait jamais compris pourquoi. Certains pensent que c'est l'immunité de la population qui a changé, mais ça n'a toujours été qu'une hypothèse. Mais les épidémies disparaissent toujours. Hein. Donc les épidémies de peste du Moyen-Âge, ça s'arrêtait aussi. Vous voyez, donc il y a les épidémies de variole, c'est très bien décrit, hein, les épidémies de variole au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y avait des épidémies de variole, puis ça s'arrêtait. Il y a les épidémies de rougeole, puis ça s'arrêtait. Donc comment ça s'arrête et pourquoi ça s'arrête ? Encore une fois, on a toujours spéculé que c'était le taux de protection, d'immunité de la population, mais ça n'a jamais été démontré, c'est pas clair. Donc là, vous n'êtes pas inquiet de cette reprise potentielle de l'épidémie? Non, écoutez, dans ce qu'on a actuellement, si on prend toutes choses égales par ailleurs, là, ces données que j'ai données, nous, on a des données pour tous les coronavirus, donc les 4, on a des données pour 3 paramyxovirus, 2 virus de la grippe, le virus respiratoire syncytial, les adénovirus. Cette maladie-là n'est pas plus mortelle que les autres. C'est les maladies virales respiratoires qui arrivent jusqu'à l'hôpital. Leur mortalité est de 0 à 1%. Là, on est très très loin de 1%. On est beaucoup plus bas que ça. Moi, je crois qu'il va falloir se mettre à l'idée que c'est rentré dans le paysage. Ça disparaîtra ou ça disparaîtra pas. Mais encore une fois, la prévision de ça, il faut voir les astrologues pour ça. Mais globalement, moi, je ne sais pas pourquoi il y a des années où il y a de la grippe A, des années où il n'y en a pas, des années où il y a de la grippe B, des années où il n'y en a pas. Pourtant, Dieu sait que la grippe, on la connaît, on l'a surveille. Pourquoi il y a des années où il y a 0 grippe A ou 0 grippe B, puis l'année d'après, il y en a plein? C'est incompréhensible. En 2017, la grippe a tué plus que le Covid a tué cette année. Enfin, il y a comme ça des maladies virales qui circulent, qu'on comprend mal, et qui font partie de l'histoire de notre interaction avec notre environnement. C'est comme ça. Moi, depuis le début de la maladie, et dans ce que j'ai écrit avant même que la maladie arrive ici, j'ai dit, dans toutes ces choses que j'ai vues depuis si longtemps, donc moi, la première épidémie que j'ai vue, c'est celle du sida. Ce dont j'ai peur, c'est de la peur. Donc la peur fait des comportements extraordinairement dangereux. C'est pour ça que j'ai parlé de la débandade de 1940, hein, où il y a eu plus de morts à cause de la peur de la défaite que de la guerre, quand même. Hein. Et donc, si les masques peuvent rassurer, c'est une chose, mais je suis inquiet qu'on fasse une fixation trop importante dessus, parce que maintenant, c'est les gens qui veulent vouloir faire la loi. Vous savez, il y a toujours un dictateur rentré dans beaucoup de gens, hein, qui voudrait imposer, moi j'ai vu ça, j'étais sidéré, le marché, quelqu'un qui engueulait tout le monde, n'avait pas de masque, il risque d'y avoir des tensions, des bagarres, tout ça. Donc, moi j'aurais préféré qu'on reste à un niveau de recommandation plus que d'obligation, parce que j'ai peur que ça devienne encore quelque chose de clivant, de conflictuel et de dangereux. Et donc, je trouve qu'on a une société d'une immense fragilité qui surréagit à la moindre peur sans que
ce soit justifié dans 90% des cas. Ici, honnêtement, il n'y a pas plus de morts cette année que ce qu'il y en a eu en 2017, en 2018, 2019 et moins qu'en 2017. Donc c'est quand même pas la peine de mettre le feu au vieux port. Vous voyez, donc il faut se calmer, il faut faire des recommandations de bon sens, je crois, hein, mais je redoute dans une société qui est aussi fragile et aussi nerveuse, si vous voulez, toutes les mesures qui augmente cette tension qui n'est pas justifiée par les nombres. C'est justifié. Ce qui se passe, et l'analyse que l'on fait, qui est peut-être, je sais que je fais peut-être de la peine à mes amis qui vivent en Ile-de-France ou qui vivent à Paris, c'est que plus on s'affole, moins on soigne bien les gens. C'est ça ce qui s'est passé. C'est la désorganisation liée à l'affolement. Et que donc, on n'organise pas de lutte en ayant peur. Ça ne se fait pas. Il faut enlever ceux qui ont peur et il faut mettre les gens qui ont du courage devant. C'est comme ça qu'on gagne. Ce n'est pas avec les gens qui ont peur. Ça passe par les mains. C'est par les mains ou éventuellement par les vêtements, si les gens s'essuient sur la manche, qui est encore pas très coquet. Mais c'est par les mains que ça passe. Si on observe, si on accepte de sortir d'une fausse science qui a 50 ans, on a leur montré des grosses images de gens qui ils éternuent, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe par les mains. Et il suffit d'une demi-heure d'observation à chacun d'entre nous pour voir qu'il n'est pas possible que ça passe par autre chose que par les mains et ensuite sur les objets inanimés. Les masques, on vient d'en parler. Le confinement. Quid du confinement? Est-ce qu'il a fait la preuve de son efficacité selon vous? Alors, il y a deux choses. À titre individuel, non, on a montré l'inverse. Voilà, à titre individuel, il y a deux énormes études qui ont été faites, une en Espagne, une en Italie, qui sont bien faites, moi j'ai voulu la faire, mais malheureusement, c'était une chasse gardée de l'INSERM, maintenant que je n'ai pas pu la faire, pour comparer les gens qui étaient, mais j'ai des données quand même, comparer les gens qui avaient été confinés à ceux qui n'ont pas été confinés, pour voir si ceux qui étaient confinés étaient moins positifs que ceux qui n'étaient pas confinés. Et c'est l'inverse qu'on voit. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont restés confinés étaient plus contaminés que ceux qui sont allés travailler. Oui. Et nous, on a des données chez nous, ici, le personnel de soins, on a des taux qui sont plus bas que la moyenne française, hein, 3,5%, parce qu'ils ont les gestes, ils ont l'habitude, et donc alors que je pense que la concentration en Covid-19 a été plus importante dans cette CHU que n'importe où ailleurs, vous verrez, vous ne l'attraperez pas, si vous faites attention de vous passer les mains à l'alcool. Un mot des tests de dépistage. On a beaucoup plus de tests de dépistage aujourd'hui en France, mais est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce que la fiabilité scientifique de ces tests est imparable? Vous savez, en médecine, c'est rare que les choses soient oui-non. Hein. Donc, c'est mieux de faire des tests que de ne pas faire de tests. Mais je vais vous donner un exemple qui est... moi qui est le premier sur lequel j'ai été amené à réfléchir, encore une fois, qui était le sida. Quand les tests sur le sida sont sortis, les tests qui étaient magnifiques, hein, et qui avaient une spécificité, c'est-à-dire qui étaient vrais dans 99% des cas. C'est énorme. Il n'y a rien que l'erreur humaine fait au moins 1%. Hein. Vous pouvez vous tromper de tube, vous pouvez vous tromper de tas d'erreurs. Et donc 99%, et donc quand moi je m'envoyais en consultation, les patients qui avaient été détectés au centre de transfusion sanguine comme étant positifs, et donc ils trouvaient 1% de positifs, et à l'époque, la prévalence, le nombre de cas vraiment positifs, c'était de 1 pour 1000. D'accord ? Donc, bien qu'ils aient une sérologie qui était parfaite, alors après elle s'est améliorée parce qu'il y a le Western blot, etc., 9 sur 10 des positifs qu'ils m'envoyaient étaient des faux positifs. Et c'est la même chose pour le Covid ? Non, pour le Covid, on a 20% de faux positifs. On a 1 sur 5 qui est un faux positif. Ouais. C'est quand même assez important. Comme chez... Ça veut dire qu'il faut les vérifier. Voilà, il faut le vérifier. En particulier parce que nous, on sait que même si la machine vous répond que c'est positif, de temps en temps, c'est pas possible que ce soit positif. Vous voyez, c'est-à-dire à partir d'une certaine dilution, la machine vous répond toutes les dilutions. Nous, on a mesuré ça très précisément. On part avec des morceaux d'acide nucléique, d'autre part en quantifiant les virus. On sait qu'au-delà d'une certaine dilution, c'est pas vrai. Voilà.
parce que les acides nucléiques, c'est volatile, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Vous savez, on a des collègues qui manipulent un virus à la faculté de médecine. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient des faux positifs ici, alors qu'ils n'ont jamais manipulé les virus, parce que ça se colle sur les cheveux, les vêtements. Donc, c'est bien pire que les virus. Hein, les acides nucléiques, c'est des molécules qui sont mais dans on est l'air. au niveau quand même maintenant au niveau des tests. Pardon ? La France est au niveau maintenant au niveau des tests. En termes de nombre, oui, je crois. Hein. Okay, ouais. Après, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont des problèmes, parce que nous, on en reçoit de plus en plus. Parce que les gens n'arrivent plus à assumer, parce que du coup, je pense là aussi, qu'il faut un peu rassurer la population, parce que les gens voudraient se faire, on ne va pas pouvoir tester 65 millions de gens une fois par semaine, on ne peut pas le faire. Donc, il faut se calmer, hein. Donc il faut revenir, c'est pas pire que la grippe, il ne faut pas s'affoler, si on n'a pas de signe, il ne va rien vous arriver, les jeunes... je ne sais pas ce qu'il faut faire pour tuer les jeunes, mais enfin, il faut faire vraiment un truc exceptionnel. Donc, il faut se calmer, il ne faut pas se disputer parce qu'il y en a un qui n'a pas de masque, il ne faut pas commencer à se battre parce que on va bientôt avoir des meurtres. Parce que, et je le rappelle bien, il faut se calmer, faut se calmer. C'est une maladie virale comme une autre actuellement. En plus, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Nous, les 1000 derniers cas, aujourd'hui, on a encore un peu plus qu'hier, donc on a 1100, donc 1000 premiers cas. Écoutez, il n'y a pas un mort inattendu là-dedans, quoi. Et nous, encore une fois, à Marseille, il n'y a pas plus de morts cette année que là. Donc si on fait les choses correctement, il n'y a pas de drame, il ne se passe pas, c'est quelque chose de nouveau, et quelque chose d'ancien qui disparaîtra, ça va. La chloroquine ou l'hydroxychloroquine, c'est un médicament, mais c'est un médicament qui a une posologie, c'est-à-dire il ne faut pas donner 12 comprimés. Si vous voulez, le Doliprane, d'accord ? Le Doliprane. Si vous regardez vraiment le Doliprane, je vous suggère de faire ça, vous le regardez sur Wikipédia. Comme ça, vous ne direz pas, c'est pas M. Raoult. M. Raoult m'a juste donné le Doliprane, ça tue 100 fois plus que l'hydroxychloroquine, quand même. Il faut être sérieux. C'est la première cause de suicide utilisée, le Doliprane. C'est la première cause d'intoxication médicamenteuse au monde, le Doliprane. D'accord, ça fout des insuffisances hépatiques terribles. La plupart des gens qui sont morts de chikungunya à La Réunion sont morts à cause du Doliprane. C'est un truc qui foutait des douleurs épouvantables, qui durait longtemps. Et la différence entre la dose thérapeutique et la dose toxique pour le Doliprane est extrêmement basse. Personnellement, je trouve que ça ne devrait être prescrit que sur ordonnance. D'accord. C'est infiniment plus dangereux que l'hydroxychloroquine. Et l'hydroxychloroquine, tout le monde s'en fichait, c'était prescrit sans ordonnance il y a 1 an. Et donc on passe de sans ordonnance, vous n'avez plus le droit de prescrire de tout, il ne s'est rien passé entre les deux. Vous croyez ça, mais c'est parce que vous croyez au conte de fées, mais moi j'y crois plus depuis longtemps, je regrette d'ailleurs. Je raconte à mes petits-enfants, mais j'y crois pas, vous voyez. Vous avez demandé au patron de l'agence du médicament de suspendre cette interdiction de l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Vous avez eu une réponse ? Oui, il m'a dit qu'il réfléchissait, c'est bien. D'accord. On perd du temps ? On perd du temps selon vous ? Écoutez, je ne veux pas, si j'avais voulu faire de la politique, j'en aurais fait. Je ne fais pas de politique. Donc ce que je fais ce que je dois, et je veux pouvoir dormir le soir en me disant que j'ai fait ce que je devais. Voilà, je fais ce que je dois. J'espère qu'ils dorment aussi. Et j'essaie d'être lucide en même temps. Donc on peut toujours dormir en manquant de lucidité. Moi, je cultive la lucidité et l'estime de moi. Je veux pouvoir dormir en ayant le sentiment d'avoir fait ce que je dois. Et le sentiment de l'estime de moi est plus important que toute forme de peur. Et donc je fais ce que je dois. L'immunité croisée des enfants. On est à quelques jours de la rentrée scolaire, les parents sont à nouveau inquiets. Vous dites qu'ils bénéficient d'une immunité croisée parce qu'ils sont en permanence soumis à d'autres coronavirus, c'est ça ? Je dis pas ça, parce que je ne fais pas de généralité. J'ai constaté que, là aussi c'est factuel, hein, j'essaie de distinguer quand je fais des théories, quand je rapporte des phénomènes. C'est factuel, on était les seuls à avoir ces données à ce moment-là, puisqu'on avait testé beaucoup de gens. Factuellement, on voyait qu'il y avait extrêmement peu d'enfants qui avaient des anticorps, de manière significativement bien moindre que les autres, alors que si on regardait les autres maladies infectieuses respiratoires, ils en ont plus. On a publié ça. Hein. Donc il y a plus d'enfants qui font de la grippe, du virus respiratoire syncytial, de machin tout. C'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'il faut vacciner les enfants contre la grippe. Hein. Et que c'est ça qui risque d'être beaucoup plus efficace que pour la santé publique. Hein. Qu'autre chose, alors qu'en France on ne le fait pas. Hein. Ça se fait en Angleterre, aux États-Unis. Puis il y a des enfants qui meurent de grippe, hein. Est-ce que les enfants qui meurent de Covid, il n'y en a pas pour l'instant. Donc on pourrait... Il y a eu 2 cas en France.
Oui, il Un petit enfant de 10 ans et une jeune fille. Donc, il y a vraiment un élément là qui est distinct de ce qu'on a d'habitude. Et puis, il y a une jeune femme chez nous qui a fait une enquête dans les familles, si vous voulez, pour analyser dans les familles qui étaient au milieu d'une fête quel était le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de gens positifs, symptomatiques ou non, porteurs ou non, entre les adultes et les enfants, et qui a montré qu'il y a une différence significative entre les enfants et les adultes. Donc les enfants sont moins sensibles. Nous avons posé l'hypothèse, il y a plusieurs personnes qui ont repris cette hypothèse et qui trouvent que c'est vrai, que parmi les coronavirus qui circulent, il y en a 2 qui sont relativement proches de celui-là, qui circulent à un niveau très important, qui donnent comme ce virus des porteurs asymptomatiques, qu'il est bien possible que ce soit ça qui les protège, d'autant que quand on regarde avec des sérologies un peu plus techniquement révélatrices, on voit qu'il existe des anticorps contre le Covid-19 avant que le Covid-19 apparaisse. Donc on voit bien que c'est d'autres choses qui ont produit ça. Donc maintenant, est-ce que ça va être vrai? C'est-à-dire la durée de cette protection des anticorps croisés ou de l'immunité croisée, on ne la connaît pas. Est-ce que ça va être vrai l'année prochaine? J'en sais rien, parce que cette année, on a bien étudié ça. On a eu les 4 coronavirus avant d'avoir le 5e. Et donc, il est bien possible que les 4 épidémies de coronavirus habituelles qui ont circulé aient protégé contre le 5e. Et on ne sait pas ce qui va se passer l'année d'après. Vous voyez, donc, il ne faut pas faire une généralité d'une observation ponctuelle. Ce que l'on sait, c'est que les enfants, en 2020, pendant les 6 premiers mois de 2020, étaient relativement protégés contre le Covid-19. Vous évoquiez le vaccin. Il y a de nombreux pays qui annoncent avoir trouvé le vaccin. La Russie, Vladimir Poutine, l'Australie aussi, qui dit avoir trouvé un candidat vaccin et qui veut le rendre obligatoire pour sa population. Est-ce que vous avez des informations au sujet de ces vaccins qui sont en cours de fabrication? Il y en a de très nombreux qui sont étudiés dans le monde entier. On voit que les milliards de dollars pleuvent dans tous les sens. Mais est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on mettra au point un vaccin contre ce Covid-19? Écoutez, je n'en sais rien, parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'habitude de prédire quoi que ce soit, donc je ne vais pas commencer, je suis trop vieux. Peut-être que ce sera un signe de changement cérébral que je redoute, si vous voulez. 2, je ne sais pas si ça aura une utilité, j'en sais rien. Pourquoi? Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste qu'elle est maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi. Enfin, honnêtement. Hein. Mais avec ça, vous vous rendez compte que vous alimentez tous ceux qui sont anti-vaccins? Non, mais si vous voulez, cette question des pro-vaccins, anti-vaccins, c'est une bêtise. Voilà, c'est une bêtise, c'est pas vrai. C'est une réalité. Non, c'est pas une réalité. C'est que, si vous voulez, moi je me souviens, je me suis disputé avec un confrère qui essayait de me donner des leçons de médecine, si vous voulez. Ce qui m'irrite beaucoup, c'est que vous ne pouvez pas, si vous voulez, le monde n'est pas divisé en 2. Il n'y a que les... Je m'excuse, je pense que c'est une dérive. Il n'y a que les imbéciles qui pensent que c'est divisé en 2. Il n'y a pas un monde des pro-vaccins et des mondes des anti-vaccins. C'est pas vrai. Voilà. Donc, en plus de ça, moi, j'ai été dans un ministère dans lequel ils étaient à fond, tous contre les vaccins. Quand j'y étais, c'était juste après Kouchner et sa bêtise avec l'hépatite B. Donc, quand moi, je disais, écoutez, il faut reprendre les choses calmement, parce que c'est pas possible qu'on soit les seuls en France à avoir ça. Tout le cabinet du ministre disait, on peut plus demander son truc, il fait partie du lobby pharmaceutique, les vaccinales, rien que moi. Si vous voulez, après, quand vous dites, écoutez, on est en train de faire des bêtises avec le vaccin pour la poliomyélite, parce que ça fait 2 ans qu'il y a plus de poliomyélite vaccinale que de poliomyélite naturelle, on dit, il est anti-vaccin. Non, je suis un scientifique. Donc la science, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est autre chose. D'accord? C'est juste de la connaissance. Donc la connaissance, c'est est-ce que, à chaque fois qu'on pose la question d'un vaccin, c'est quel est le risque, quel est le bénéfice. Sans risque, il n'y a rien. Donc si vous avez 0 bénéfice, la balance risque-bénéfice est insupportable. Si vous avez des grands bénéfices, vous pouvez supporter les risques qui sont raisonnables. D'accord? Donc, tout ça, moi, je me refuse de rentrer dans des idéologies pour enfants. Je ne le fais pas. Voilà. Et donc, j'interdis à qui que ce soit de me dire que je suis un pro ou un anti-vaccin. Enfin, c'est des trucs d'imbéciles.
Vous savez, la FDA a écrit nous ne, L'Agence du médicament américaine. Nous ne validerons un vaccin que s'il n'y a pas de traitement qui marche. D'accord ? Donc, ce qui explique quand même en partie aussi la guerre contre l'hydroxychloroquine, parce qu'il faudra bien il y en a quelques-uns, il y a quelques malins là qui commencent à faire l'investigation. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine? Comment est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par 2 milliards de personnes est devenu, en 2020, toxique? Et donc l'idée qu'on est pour ou contre les vaccins, c'est une idée pour enfants. C'est pas vrai. D'accord ? Regardez, moi vous voulez que je vous donne un des exemples de vaccins les plus fous. Ça c'est vraiment bien parce que c'est vraiment le 11 septembre. Ça. Le 11 septembre, dans l'espèce de folie d'Ibris qui a pris l'Amérique pour trouver absolument toutes les raisons pour attaquer l'Irak, et d'un coup les gens ont fait circuler l'idée qu'il était vraisemblable que Saddam Hussein avait des lots de variole. D'accord ? Et donc, ils ont dit, écoutez, il doit avoir des lots de variole, et donc on va vacciner tout le personnel américain contre la variole. Le vaccin contre la variole, c'est un vaccin épouvantable, c'est extraordinairement toxique. Incroyablement toxique. Ça a été abandonné parce qu'il n'y avait plus de variole. D'ailleurs, on a fait un abandon beaucoup plus intelligent que pour la poliomyélite. On a fait un abandon par encerclement, c'est-à-dire progressivement, on a arrêté pour se focaliser seulement sur les endroits où il en restait. Ils ont vacciné l'armée américaine et ils ont découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas jusque-là, qui étaient des myocardites, des affections du cœur. Et il y a 100 soldats américains qui sont morts de la vaccination contre la variole pour une maladie qui n'existait plus. D'accord. Donc vous ne pouvez pas, à moins d'être d'un autre monde que le mien, vous ne pouvez pas être pour la vaccination contre la variole. Il faut être fou pour être pour la vaccination pour la variole. Donc vous n'êtes pas pour tous les vaccins. Il faut dire, écoutez, attends, on va réfléchir, quels sont les risques, quels sont les bénéfices attendus. Pour la grippe, en revanche, il n'y a pas de débat. Il faut se faire vacciner contre la grippe. Moi, oui, je pense que ce n'est pas le même âge. Je pense qu'il faut vacciner les enfants, parce que les enfants réagissent très bien. L'efficacité de la grippe diminue de manière très très régulière toutes les décennies à partir de 70 ans. Donc on se focalise sur la partie qui ne réagit pas, alors que ceux qui sont les vecteurs sont les enfants, et qu'il y a des morts chez les enfants. Donc moi je suis pour la vaccination des enfants, et je fais vacciner mes petits-enfants. Qu'est-ce qui fait que les Français vous perçoivent comme un irréductible qui refuse de plier face à l'État et aux lourdeurs de l'État? Qu'est-ce qui fait la différence du professeur Raoult? J'en sais rien, alors ça vraiment. Comment vous voulez-vous que je sache de l'intérieur? Mais vous avez conscience que vous êtes devenu un symbole quand même. Oui, mais si vous voulez, c'est pas, ça arrive. Vous croyez qu'on choisit des choses comme ça? Enfin, faut être fou. Vous croyez qu'on enseigne, va faire des écoles de symbolisme social? Enfin, c'est des choses qui arrivent. C'est le destin. Personne décide de ça. Si? Vous croyez que les gens décident de ça? Que moi, je ne suis pas comme Sarkozy qui se rasait en pensant qu'il allait devenir président de la République. Moi, je ne me rasais pas en disant je vais passer à la télé. Je m'en fous complètement. Ça ne me porte rien, d'ailleurs, pour vous dire la vérité, à part des ennuis, ça ne me porte rien. Hein. La décision politique est une décision qui est aussi complexe et aussi multifactorielle que la décision médicale. C'est compliqué. Ça ne se règle pas en oui ou non. J'imagine qu'il y a de multiples paramètres qui rentrent en jeu, et je ne connais qu'une partie, et je ne veux pas connaître ce qui se passe. Les gens voient pour Trump, en disant Trump est pour l'hydroxychloroquine. En compte, moi je pense que Trump il est au moins autant pour Gilead que pour l'hydroxychloroquine, parce qu'il aura besoin du peuple, mais il aura besoin d'argent aussi, et que l'argent, c'est pas le peuple qui va lui donner, à mon avis. Donc si vous voulez, tout ça, je vois bien que pour mon monde, les gens sont très naïfs parce qu'on simplifie les choses à l'extrême, et pour le monde politique, pour ce que j'en connais, on est très très naïf aussi parce qu'on simplifie à l'extrême. Et donc, chacun est là où il doit être. Les politiques, c'est l'histoire qui les juge. Moi, je crois que l'histoire sera impitoyable pour la dérive scientifique que nous avons. Elle sera impitoyable. Ce qui s'est passé là est vraiment sidérant. Un scandale ? C'est un énorme scandale. Vous vous rendez compte, je ne sais même pas d'ailleurs. Enfin, probablement parce que la plupart des gens ne sont pas lucides vous vous rendez compte, de publier un truc de guignol que n'importe qui est capable. Vous savez, nous, quand on écrit un truc pro-hydroxychloroquine, on a 7 à 8 reviewers qui nous dépiotent tellement le sujet est chaud. Quand ils ont passé des trucs dans lesquels, je vous assure, moi, mes étudiants pouvaient dire que ces papiers étaient faux. Hein. Comment ce truc peut passer dans les 2 journaux qui avaient la plus grande influence? Mais c'est en même temps qu'il y a, comme vous, les médias traditionnels commençaient à être débordés complètement par les médias
indépendants, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Les journaux scientifiques, c'est pareil, ils sont en train d'être complètement débordés et leur fiabilité va disparaître. Ce qui va faire, c'est l'audimat des articles que vous mettrez en préprint, si vous voulez, sur des sites. Maintenant, nous, à la suite de ça, on a créé notre propre site de préprint, puisque les gens faisaient de la censure même sur les sites de préprint. Donc, pour échapper à la censure de ce que l'on doit penser dans une situation comme ça, enfin, vous avez vu, Facebook a censuré des articles ou des reports sur la chloroquine. Donc, on est rentré dans une espèce de conflit politique de censure, ce qui est une chose inouïe pour les années, ce que je peux juger des années récentes. C'est arrivé avant, hein. Je peux vous dire que l'évolution, ce pauvre Lamarck, quand il a voulu faire l'évolution, ils l'ont pas tué, je ne sais pas pourquoi. Enfin, Cuvier, qui était pourtant un grand scientifique, hein, l'Académie des sciences, il fallait le tuer quand même. Hein. Et donc il a dû fermer sa gueule, on lui a interdit de parler, et puis il n'a plus parlé jusqu'à sa mort. Ouais.